Bienvenue dans cet atelier alimentation à l'hôpital. Peut-on bien nourrir les patients avec 3,73 € par jour? Cette question peut déjà ressembler à une provocation. Elle l'est, et c'est volontaire, et c'est assumé. Et on va vous expliquer pourquoi, revenir sur ce chiffre, et puis surtout échanger, c'est l'objectif, sur cette question qui représente un défi pour tous les professionnels. Alors, autour de moi pour en parler, je vous présente d'abord un homme que certains qui étaient déjà en plénière ont entendu et vu. C'est Éric Fontaine, professeur et chercheur au sein de l'unité de nutrition artificielle du CHU de Grenoble. Nous allons aussi pouvoir profiter de la présence et du regard technique de Pierre Madiot, ici à gauche, ingénieur en restauration collective, référent technique pour les achats alimentaires du groupement UniAchat, la coopérative des acheteurs hospitaliers. Il est aussi vice-président de l'UDIHR, l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir deux diététiciennes du CHU de Nantes qui ont accepté d'apporter leur expérience, leur témoignage. Bienvenue à Nadège Grasset et Patricia Morisseau. Voilà, et on va commencer en invitant Éric Fontaine à reprendre possession du pupitre parce que ça lui va bien. C'est lui qui est à l'origine de ce calcul et on va essayer de justifier ce chiffre, d'où ça vient, c'est 3,73 € par jour, et ça va être l'introduction de notre atelier. Merci. Alors oui, vous m'entendez ou pas là? Oui, bien. Oui, donc d'où vient ce chiffre? Parce que finalement, donc ça c'est la même chose que tout à l'heure. Alors ce chiffre, je ne l'ai pas inventé, il vient de la source, c'est le Conseil national de l'alimentation. Alors le Conseil national de l'alimentation, c'est un comité interministériel entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, pour essayer de travailler sur, on va dire, la restauration collective de manière très très large. J'ai été invité une ou deux fois à participer au débat, et donc j'en ai profité pour extraire cette diapo qui a été officiellement présentée par, je crois que c'est de mémoire, c'était un directeur adjoint d'un CHU. Et donc ici, ils vous font le camembert, en fait, que vous pouvez voir, sur la répartition des coûts d'une journée alimentaire. La journée alimentaire se chiffre de 11,20 €, donc c'est la moyenne de 14 CHU en France. Et vous voyez que ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel, et après les charges directes, amortissement et tout ça, et que l'alimentation est à 33% en moyenne de cette charge-là. Alors ça, là-dessus, j'ai rien fait, j'ai juste fait 33% de 11,20 €. Et si vous faites 33% de 11,20 €, vous arrivez à 3,73 €. Et ça, c'est le budget alimentation par individu, a priori, et par jour. J'insiste, parce que quand je dis 3,73 €, les gens y râlent déjà en disant, j'en dis, c'est pas par repas, c'est par jour. C'est-à-dire que là, vous avez tout, et les éventuelles collations, le petit-déj, et puis les 2 repas par jour. Et les gens qui présentaient ça avaient même pas honte. Bon, donc ça c'est le premier problème. Donc le chiffre il existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est officiel. Alors si vous pouvez demander de votre côté, je ne sais pas dans quelle situation vous travaillez, mais si vous pouvez obtenir ce chiffre dans votre propre institution, l'expérience prouve que si on vous le donne tout de suite, c'est qu'on est très largement au-dessus de 3,73 €, c'est une moyenne. Et si on ne vous le donne pas, c'est qu'on est à la moyenne, voire même en dessous. J'ai personnellement obtenu ce chiffre l'année dernière, après 20 ans de demande. Et je ne suis pas sûr que le chiffre qu'on m'a donné soit totalement juste. Donc moi, sur Grenoble, on est... En fait, j'ai le chiffre exact par rapport au chiffre dépensé sur une année, donc il faut diviser par le nombre de repas faits, et ça, c'est là où le nombre de repas faits, c'est un peu compliqué, parce que entre ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont faits, ceux qui ne sont pas pris, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais globalement, à Grenoble, si le chiffre qu'on a donné est juste, le numérateur est juste, le dénominateur est approximatif, on est nous à 3,94 €. Alors qui c'est qu'on nourrit? Alors sur Grenoble, parce que c'est quand même ça la question, on nourrit les gens dans un hôpital, et vous voyez qu'on a fait une petite étude, on a mis l'âge moyen des gens. Alors on était dans le secteur général, ici, ça c'est les adultes, et puis ici c'est les personnes âgées, c'est en fait une espèce de soins de suite de personnes âgées. Donc là il y a beaucoup moins de personnes, mais globalement les personnes âgées elles ont en moyenne 86 ans, les autres 64 ans, c'est pas que du grand âge. Et puis le poids médian et le poids moyen. Le poids moyen des hommes c'est 72 et le poids moyen des dames c'est 62.
Et ça, c'est important parce que on va essayer justement, en ayant ça, ce chiffre qu'on a enfin, de se dire combien il dépense en termes caloriques. On fait les choses très très simples. Alors, on a pris ce chiffre-là qui est de 30 kilocalories par kilo et par jour. On sait tous que c'est une approximation. Je vous rappelle que la dépense énergétique journalière, elle est de 30 à 35. Les malades, ils sont quand même plutôt au fond du lit, donc ils n'ont pas une activité physique majeure. Donc, on a pris juste le chiffre de 30 qui est le plancher. Et vous voyez que les hommes, globalement, en moyenne, ils dépensent 1160 et puis les dames un peu moins. Ce qui fait que la moyenne des adultes, hommes et femmes, on est à peu près à 2000 kilocalories, et puis la moyenne des personnes très âgées, plutôt à 1800. La question d'après, c'est est-ce qu'on les nourrit, ces gens, correctement? Alors, je vais vous montrer un exemple de 3 repas. C'est jour 1, jour 2, jour 3. Le petit déjeuner, c'est le déjeuner classique, c'est une boisson chaude, sucrée, du pain, du beurre, de la confiture. Et puis regardez l'ensemble, faites-vous une idée, vous voyez qu'il y a c'est équilibré, il y a un petit peu de tout. Tout le monde est à peu près content par rapport à l'idée et à l'équilibre. Maintenant, la question qui se pose, c'est que moi j'avais été alerté par quelques-unes des diététiciennes de Grenoble en me disant, mais en fait, il n'y a pas assez à manger. Je dis, comment il n'y a pas assez à manger? Elle me dit, non, il n'y a pas assez à manger. Alors, d'abord, moi je faisais confiance à les diététiciennes, donc on a fait le calcul, enfin elles ont fait le calcul, je suis incapable, et puis en effet, il n'y a pas assez. Donc, je suis allé voir mon directeur d'hôpital en disant, écoutez, on a un problème, c'est qu'on n'est pas assez malade. Et en bon énarque, qu'il était, et il me dit, est-ce que vous êtes sûr de vos chiffres? J'ai dit, oui, je suis sûr, c'est une super bonne diététicienne. Il me dit, non, mais est-ce que vous êtes sûr de vos chiffres? Alors, j'ai compris que c'était pour perdre un petit peu de temps, donc on a pris ces repas-là, on les a fait analyser. Alors ça tombe bien, le laboratoire, si on en cherche un, il est dans le coin. Et voilà les 6 repas. Et vous voyez les apports en lipides que je vous ai entourés, qui montrent qu'ils sont très clairement inférieurs à ceux qu'il faudrait. Et puis vous avez les chiffres en bas. On a réintégré ce chiffre-là à la journée complète. C'est-à-dire que là, on avait envoyé tout sauf le petit déjeuner. Donc on n'a pas compté les pains et le beurre du petit déj. Donc voilà ce que ça donne quand on remet tout ça avec le calcul petit pain et petit ensemble. On fait simple. La première journée, ils ont eu 2000 calories. La deuxième journée, ils ont eu 1800. La troisième journée, ils ont eu 1500 calories. Donc la diététicienne, elle avait raison. Et l'erreur, si vous regardez, c'est sur les lipides, et qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'attire juste votre attention ici, mais ce jour-là, 67 grammes de protéines. Pour ceux qui sont diététiciens, on sait que c'est quand même pas beaucoup. D'accord. Donc voilà, alors bon, on est très très mauvais à Grenoble, mais il n'y a pas qu'à. Je ne vous dis pas quel CHU vient ici, mais ça c'est un exemple, j'en ai plein d'autres. Comme il faut faire court. Vous voyez que là aussi, en lipides, ils ne sont pas assez riches, et finalement il y a un problème, le problème est probablement lié à la technique de fabrication, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui fait qu'à force de vouloir faire léger, on a fait super léger. Donc, le problème qu'on a, en tout cas dans les hôpitaux, c'est qu'à chaque fois qu'on vous parle de restauration, on vous dit il faut faire des économies. Alors, moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est ça. On me dit mais il y a du gâchis, ils ne mangent pas tout. Bon, c'est vrai. Là, je ne dis pas le contraire. Alors, je vous montre juste ici, ça c'est quelqu'un qui se fait faire un costard, sur mesure. Là, il n'y a pas de gâchis dans le tissu. C'est parfait, c'est découpé nickel. Et puis ici, c'est un pantalon type de ceux que je porte, c'est-à-dire que comme j'ai un gros cul et des petites jambes, il faut perdre du tissu. Et voilà. Et là, on va me dire que c'est du gâchis. Moi, je veux bien que ça soit du gâchis. C'est du gâchis de tissu, sauf que c'est moins cher. Donc, il ne faut pas m'expliquer que c'est du gâchis, puisque la technique actuelle, qui est celle du plateau repas, par définition, il faut du plus grand pour qu'on puisse un peu couper. Donc, on jette à la fin, c'est complètement, absolument normal. Donc, qu'il y ait du gâchis en production, c'est pas. Enfin, je comprends très bien qu'il faille le régler, mais qu'on me dise qu'on va donner moins à manger des malades parce qu'il y a du gâchis de nourriture sur le plateau repas, je dis que ça, c'est complètement normal et que je suis scandalisé d'entendre le mot gâchis dans ce cas de figure. Donc moi je fais juste le constat suivant, c'est que l'offre alimentaire, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais globalement pour en avoir discuté avec pas mal d'autres, elle n'est pas pensée en termes caloriques. Moi quand j'ai commencé à me retourner mon ingénieur restauration, je me disais il y a combien de calories sur le plateau?
J'ai bien vu que c'était un mot qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient les grammages, mais pas les calories. Donc, l'offre calorique, elle n'est pas connue, elle est variable d'un jour à l'autre. Et, deuxième chose, les besoins des patients sont rarement couverts. À Grenoble, comme ailleurs, croyez-moi, si vous avez le moindre doute, faites l'analyse comme j'ai fait, et vous verrez que assez souvent, on ne donne pas assez de calories à nos patients. L'offre alimentaire, elle n'est pas pensée pour les malades. Elle est pensée pour les bien portants, avec une entrée, une sortie, un machin équilibré. Les malades, ils n'ont pas envie de guignons qui sentent bon, ils ont la nausée. Donc eux, ils veulent des choses qui n'ont pas d'odeur. Donc il ne s'agit pas de penser l'alimentation d'un malade inflammatoire, en tout cas, comme on pense à l'alimentation d'un convalescent ou du personnel soignant qui lui aussi mange au self. Ça, il va falloir quand même un moment dire que ce n'est pas la même manière de produire, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. Et puis, la recherche d'économie, elle est vraiment dangereuse. Un jour ou l'autre, quelqu'un attaquera l'hôpital, donc qui se retournera vers la chaîne de restauration, qui se retournera vers le président du clan, pour dire qu'il y a une dénutrition iatrogène. Si vous mettez votre enfant dans une colonie de vacances et qu'il revient au bout d'un mois en ayant perdu 2 kilos, vous allez appeler ça de la maltraitance. Si vous faites la même chose à l'hôpital, vous allez dire bah, c'est normal. Non, c'est pas normal. D'accord ? Ensuite, le budget de la nourriture à l'hôpital, c'est moins de 1%. Moi, je sais quel est le budget de mon hôpital et je sais quel est le budget de l'achat des denrées. C'est 0,3%. Me demander de faire des économies sur 0,3%, même si on n'en donnait plus rien à manger, ça ne réglerait pas le problème du déficit. Donc c'est ailleurs qu'il faut faire des économies, éventuellement chez les médecins qui font des bêtises parce qu'ils prescrivent trop de choses. Il faut arrêter de mettre la pression à la restauration, parce qu'on arrive après à faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous, médecins, quand on voit qu'ils n'ont pas mangé? On prescrit des compléments nutritionnels. Et là, je vous promets qu'on est très vite à 3 € par jour. Et ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien voilà, nous sommes au cœur du sujet. Merci. On va bien sûr, oui, on va prendre un micro et ça tombe bien puisque Pierre Madiot, je vais vous inviter à réagir par rapport à votre expérience quotidienne sur notamment le calcul des coûts. Et est-ce que ce fameux calcul des calories, c'est quelque chose qui vous parle? Le coût déjà, je confirme. Hein. Et on peut même faire une dissociation entre les EHPAD et la MCO, où en EHPAD on est plutôt à 3,40 par jour. Et en MCO on est plutôt à 4, un peu plus de 4. Et quand on dit 4, on inclut aussi la masse d'achat pour les restaurants d'entreprise, les restaurants du personnel, où là, on est quand même beaucoup plus généreux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est ça. Alors, beaucoup je suis d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un travail de groupe. Hein, on parle des plans, vous savez tous ce que c'est. Et si on en arrive là, c'est peut-être, justement, on est peut-être à l'aboutissement de 30 ans de réflexion, à la fois économique, nutritionnelle, pour aboutir à des choses un petit peu aberrantes. Alors, par rapport aux 3,72 par jour... 3,73. 3,73, oui. Ah, soyons précis. Mais c'est ça, hein, moi je connais tous les chiffres, la base d'Angers, la nappe, tout ça, on est dedans. Hein. J'ai mis reflète la réalité, et alors, quand on dit est-ce qu'on peut bien nourrir les patients, est-ce qu'on peut bien les nourrir gustativement ou nutritionnellement, ça c'est la question. Et je crois qu'il faut distinguer, parce que moi je raisonne aussi en coût global, donc vous l'avez fait aussi, hein, on est environ, si on est à cette somme-là, on est environ à 10 € la journée, tout compris, hein, frais de personnel, compte d'exploitation totale, 10-11 €, ça dépend lesquels. Et après, il faut dissocier les cuisines qui cuisinent encore et celles qui ne cuisinent pas. Et automatiquement, le curseur, quand on ne cuisine pas, qu'on n'achète que des produits de l'agroalimentaire, on a plus de frais d'achat alimentaire et moins de frais personnels. Et inversement, pour celles qui cuisinent. Hein, le meilleur exemple, c'est le CHU de Toulouse, hein, qui a totalement externalisé sa production de plats principaux, qui reçoit des plats près de l'agroalimentaire. Et donc, il y a une masse d'achat très élevée pour des frais personnels plus faibles. Et puis après, je dirais qu'il faut dissocier dans le coût des matières alimentaires. Alors c'est un sujet que je connais bien, mais ça fait quand même 12 ans que je suis à Uniachat. On achète pour maintenant presque 200 hôpitaux en France. Il faut différencier la qualité des produits alimentaires aussi. Je vois qu'il y a le monsieur du GAB 44, c'est ça? Et vous allez
vous allez, je pense, me rejoindre, hein, dans les aliments que l'on achète, il y a un écart qualitatif énorme. Hein. On a souvent tendance à focaliser sur des produits que l'on connaît bien. On va parler de la viande, on va parler des légumes, hein, des choses qu'on connaît bien, mais dans une élaboration de restauration, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a des huiles, il y a des pâtes alimentaires, il y a des sauces tomates et autres. Et je peux vous dire ce qu'il faut savoir, c'est que notre marché alimentaire, que ce soit pour la restauration en foyer ou pour vous en tout particulier, il est mondial. Hein. Quand on achète de l'huile pour nos collectivités, on n'a pas de l'huile AOP de nuance, hein, à 18 € le litre. On est sur des huiles européennes, au mieux. Hein. Quand on achète de la volaille, au mieux on est sur du frais, avec une proximité, puisqu'on a quand même la chance d'avoir un pays, la France, et nous dans l'Ouest encore plus, d'avoir de la proximité alimentaire. Au pire, on achète du surgelé, et là, alors là, vous pouvez avoir les fameuses volailles qui mangent du soja amazonien. Ça existe. Bientôt, on aura peut-être dans les plats cuisinés du bœuf canadien. Mais vous ne le saurez pas ou à peine, parce que ce sera masqué dans les plats cuisinés, dans des lasagnes, dans des choses comme ça. Vous n'aurez pas la tranche de viande chez le boucher, sous film, ou des trucs comme ça. Hein. Donc il faut savoir ce qu'on a. Et après, alors je ne parle pas du bio, parce que le bio, pour l'instant, il est inaccessible pour la collectivité. Hein. Moi, je fais quelques produits bio. Là, étrangement, à Angers, je fais du café bio. J'ai trouvé une formule pour ne pas dépenser beaucoup plus avec du café bio. Bon, voilà. Je fais aussi des petites choses comme des quenelles de semoule de blé dur bio, des trucs comme ça. Je fais du pain bio aussi, mais ça ne va pas plus loin, parce que si je fais tous mes mieux en bio, je double carrément le prix de mes repas. Hein. Donc on en est là, à condition de trouver assez de bio local, parce que si c'est pour faire transférer du bio de pays où on n'est pas vraiment sûr que le logo bio européen soit respecté, c'est pas vraiment intéressant. Alors, vous parliez de l'aspect nutritionnel. Le paradoxe, c'est que le calcul a été fait en mixant la ration alimentaire, mais on n'a pas parlé du gaspillage. Parce que si on a fait vraiment un calcul sur ce que le patient a mangé, c'est encore moins. Hein. Et ça, c'est un petit peu, vous le disiez, mais c'est un petit peu, nous, les ingénieurs de restauration, c'est vrai ce qu'on nous oppose un petit peu par rapport au corps des diététiciens, c'est de dire, bah, attendez, on jette, enfin, il est gaspillé de la nourriture dans les hôpitaux, on parle toujours qu'on mange mal à l'hôpital, on mange mal, c'est un petit peu la réflexion passe partout. Quand on creuse un petit peu, le patient n'analyse pas vraiment dans quel état de santé il était pour manger, son environnement, est-ce qu'on lui avait proposé un choix et autres. Il n'y a pas que la qualité intrinsèque du plateau. Je reconnais aussi que la présentation actuelle dans les hôpitaux en barquettes plastiques et autres n'est pas forcément idéale, hein. Bien que beaucoup de gens achètent des barquettes aussi en tant que particuliers, les consomment chez eux sans forcément les remettre dans une assiette. Et dans l'aspect nutritionnel, maintenant, je pense qu'il y a une notion qui commence juste à émerger, c'est la qualité vraiment intrinsèque des aliments. Il y a eu un très bon reportage qui a été fait sur France 2 il y a quelques mois. Ils ont analysé la valeur nutritionnelle des tomates cultivées hors sol sous serre. Donc je rappelle que pour ceux qui n'ont pas trop de notion agricole, qu'on peut cultiver des légumes dans des substrats de fibres, au mieux de coco, au pire de laine de roche, hein, je ne me trompe pas, en leur injectant, comme à l'hôpital, hein, juste des solutions nutritives. Dans certains pays européens, on peut faire du bio comme ça. Il n'y a pas de pesticides. Hein, et donc on a fait la différence entre des tomates plein champ et des tomates en plein champ, donc terre et soleil direct. Et ces tomates-là, on arrive à un rapport de 50% de valeur nutritionnelle. En plus pour la terre. Oui. Pour le plein champ. Oui, tout à fait. Donc ça, vous ne les avez pas dans vos tables SQL, dans vos valeurs. Comme vous faites vos calculs, vous ne les avez pas. Et si on reporte ça à tous les aliments, des poules qui vivent sous des néons pour pondre leurs œufs, toute cette agriculture intensive mondiale, donc finalement, vous êtes en train de faire, parce qu'il y a des diététiciennes, je suppose, là, vous êtes en train de faire des calculs avec des valeurs théoriques peut-être des années 80 ou 70, je ne sais pas, où on cultivait encore dans les champs et hors sol, et actuellement on se nourrit de produits qui n'ont pas forcément toute cette valeur nutritionnelle. C'est un petit peu le problème quand même. Donc, alors, moi je pense que 3,72 €, pour les gens qui
cuisinent à la maison ici. Ils savent qu'on peut y arriver. On peut faire des repas. Je vais vous citer des exemples, parce qu'il faut être concret dans l'alimentation. 1 kilo de carottes, à Leclerc ou à Carrefour, ça vaut 1,50 €, grosso modo, hein, c'est à peu près ça. Nous, on va les toucher en collectivité à 1 € à peu près. Vous en mettez 110 grammes, combien ça fait 15 centimes environ, l'emballage, le poulet, bon, un poulet standard, on le touche frais. En classe A, on le touche à environ 5 € le kilo. Bon, si c'est un label, on va monter à 7-8 € le kilo. Une cuisse, c'est 200 grammes. 6-12, 1,20 €, oui. Donc on arrive à peu près, on peut arriver en cuisinant évidemment à atterrir à ces prix-là, à condition d'avoir des cuisiniers. Et alors là maintenant il y a la problématique des cuisiniers, parce qu'on ne trouve plus personne ne veut travailler maintenant dans nos cuisines, mais pas que dans nos cuisines, dans les cuisines aussi, oui, de façon et autres. C'est aussi le problème de tous les métiers de base, les mécaniciens et autres. Dans nos pays occidentaux, les gens ne veulent plus faire des travaux de base. Bon, c'est un petit peu la problématique. Là, l'agroalimentaire arrive à grands pas, justement, en proposant de plus en plus de produits élaborés. Sachant que dans les usines agroalimentaires, il n'y a plus personne qui travaille non plus. Elles sont entièrement robotisées. Je peux vous dire que j'ai visité des usines, comme des abattoirs de volailles, pas très loin d'ici, où la seule main-d'œuvre, c'est d'accrocher la volaille vivante sur les crochets. Et tout le cheminement se fait sur rail entre l'électrocution, la saignée, le plumage, monsieur Edouard, vous voyez ce que je veux dire, l'éviscération, le taillage, et même la mise en barquette de filets avec des robots qui pèsent, des caméras et autres. Donc vous n'avez plus personne pour travailler, pour faire ces choses-là. Donc ces constats ne sont pas très réjouissants. Ils ne sont pas réjouissants, mais je dirais que déjà, nous, on a amélioré nos performances de nos cuisines en limitant le gaspillage en production. On a maintenant des outils, alors là je parle plutôt de grosses unités. On a des outils de gestion pour vraiment calculer les recettes, pour éviter le gaspillage. Il y a une vingtaine d'années, je peux vous dire que quand on finissait un service qui partait dans les unités de soins, on en jetait quasiment 20 à 30% à la poubelle. Parce qu'il y avait aussi une crainte des cuisiniers à l'époque, c'est de manquer. Donc c'était un petit peu la crainte. Maintenant on a des outils assez modernes, donc en limitant le gaspillage à la base, on a réussi à remonter un certain niveau de qualité. Maintenant, comme je vous le disais, il y a le problème de la qualité intrinsèque des produits. Et là, on est un peu dans le flou actuellement. On est un peu dans le flou. Alors, on a tendance à dire ben, le local, c'est mieux. Mais je dirais, on a le pire en local à côté de Choix aussi. Ça ne veut rien dire, le local. Et puis, le local, en France, du Roquefort, il n'y en a pas localement. Il y a des régions qui produisent certains articles. Ma collègue de Nice, en PACA, elle n'a quasiment pas d'entreprise et de production agroalimentaire. Ou à la marge. Il faut dire que nous, dans l'Ouest, on est assez bien dotés, on a quasiment tout. Donc le local, moi je suis assez réservé, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Après, il y a des contrats de proximité avec des agriculteurs, des maraîchers et autres, ça existe. Mais pour les grosses unités, c'est un peu plus difficile. Donc, oui, le prix. Et je voulais juste finir sur l'absence de connaissance des valeurs caloriques dans les régimes alimentaires. Ce ne sont pas nous, les ingénieurs en restauration, qui les calculons. Ce sont nos diététiciens, nos diététiciennes. Nous, on respecte le plan alimentaire et on y place des menus dessus, on y place des recettes. Quant à la formulation des repas, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'actuellement on est un petit peu à la fin d'un système, à l'hôpital. Le concept du plat, ça a 4-5 composants, entrée, plat, plat garni, fromage et autres. Chez soi, on ne mange plus comme ça. On ne mange plus comme ça et on nous l'impose à l'hôpital et en plus dans des mauvaises conditions. On est plutôt chez soi sur des monoplats, sur des choses comme ça. On est sur des formules composées et autres. Alors on commence à y travailler, nous, pour justement les situations aiguës, les situations à risque, les chimios, les enfants aussi et autres. Il faut trouver des formules complètement différentes. Et la présentation du repas à l'hôpital tel qu'elle est actuellement, pour moi, elle est complètement obsolète. Dépassée, et il faut inventer autre chose. Voilà. Merci beaucoup. On va bien sûr continuer à échanger. Il y aura forcément des questions, mais je voudrais bien qu'on écoute justement les diététiciennes, puisqu'on a parlé de cette profession. Nadège Grasset et Patricia Morisseau sont avec nous. Est-ce que vous partagez ces constats? Quel est, Patricia, pour commencer, l'état des lieux que vous faites dans votre pratique au CHU de Nantes? On va vous présenter. Alors, mettez-le très près au niveau du contour. On va vous présenter le service diététique et la restauration à travers quelques chiffres.
et certaines de nos pratiques en matière d'alimentation et nutrition centrées autour du patient. Donc quelques chiffres, le CHU Nantes compte environ 3000 lits, dont 800 de long séjour et EHPAD. Nous avons une unité centrale de production qui produit environ 10 000 repas le jour, donc sur 5 jours sur 7. Donc comprenant donc, pour les patients et consommateurs patients et personnel soignant. On dispose aussi de 4 centres de conditionnement des repas situés sur 4 sites différents qui en fait amétissent les plateaux repas des patients, midi et soir. Et ils fonctionnent 7 jours sur 7. Et le service diététique du CHU Nantes compte 26 TP, dont 1,5 pour l'UCP et 2,3 il me semble, pour les cadres diététiciens. Si on fait une petite rétrospective de nos missions en tant que diététicienne, donc on est chargé de promouvoir l'alimentation en tant que soin apporté aux patients. Nous sommes aussi garants des bonnes pratiques et du suivi des recommandations du plan. On doit aussi apporter une réponse adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques des patients en fonction de leur typologie et de leur pathologie. Et sans oublier notre mission principale, celle de prévenir et traiter la dénutrition, qui fait aussi partie d'un des objectifs du PNNS. Donc effectivement, avec toutes ces contraintes, on peut rencontrer aussi beaucoup de difficultés. En cuisine centrale, nous sommes 3 diététiciennes à travailler. Ça correspond à 1,5 ETP. Et on travaille en collaboration avec différents partenaires, bien évidemment à la production, les responsables de production, le service, la responsable des achats, service de qualité, et le service qualité. Et on travaille aussi en collaboration avec des conseillères hôtelières, hospitalières, pour divers travaux, formations à donner, protocoles à écrire, et aussi, bien évidemment, les patients. On peut solliciter aussi, dès lors qu'on lance un nouveau produit ou des nouvelles recettes, on leur envoie une enquête de satisfaction. Et aussi avec ça c'était les soignants, les patients, et aussi le personnel soignant, qu'on sollicite assez régulièrement pour leur proposer des dégustations dans les mêmes conditions que le patient consomme son plateau. Donc même remise en température, on mange dans les barquettes, puisque la majorité de nos patients consomment les plats dans les barquettes. Et en fait, l'objectif, c'est d'évaluer sur le plan quantitatif et qualitatif, faire un constat, et aussi essayer d'évaluer la satisfaction des patients en tant que consommateurs. Pour personnaliser nos profils alimentaires, nos profils alimentaires et permettre une meilleure prise en charge diététique, on essaye de mettre en place des actions d'amélioration, entre autres, qui pour nous ont une plus-value et qu'on souhaite vraiment garder, conserver. On a le choix, on a un profil, parmi les 32 profils du CHU Nantes, on a un profil hypercal, donc enrichi en protéines. On a la chance au CHU Nantes aussi, c'est pas le cas partout, d'avoir un laboratoire diététique entre les différents secteurs d'activité, dont le laboratoire diététique, qui nous permet de préparer des plats enrichis, donc maison, type des purées HP, des mix HP, des laitages enrichis. En action d'amélioration aussi, on a créé un atelier thérapeutique autour du repas sur une unité qu'on appelle PASA, pôle d'activité de soins adaptés. En fait, c'est ciblé pour des patients qui ont des troubles cognitifs, mais c'est assimilé un peu au picoré savouré, mais pas vraiment non plus, puisque le patient participe en fait à la préparation du repas. Donc il y a toute une action, une démarche de soins autour du repas. Et ponctuellement aussi, dans l'année, on propose des repas améliorés, on essaye d'apporter une qualité
gustative et nutritive supérieure à ce qu'on leur donne quotidiennement, en faisant attention aux saisonnalités. Et enfin, si j'ai rien oublié, ici on a aussi un profil adapté aux seniors, où on leur propose des plats qu'ils aiment manger, type des quiches, des flans en pâte. On minimise forcément les crudités des fruits crus, puisqu'on sait que de toute façon ils ne seront pas consommés. Donc on essaye d'optimiser, en faisant ça, en leur proposant une trame de menu plus adaptée pour cette population. On essaye d'optimiser aussi la consommation du plateau par les patients. Et enfin, pour optimiser la qualité de l'offre alimentaire, on ressent quand même une volonté de travailler avec des producteurs locaux, comme vous disiez, visant à amorcer aussi une démarche éco-responsable. Alors le CHU commence tout doucement à rentrer en ordre de marche, mais bon, là récemment on propose aux patients des pommes bio, pas chaque service de pommes, on est d'accord, et des kiwis. On a commencé par des pommes et kiwis, et on pense s'orienter après sur une intégration de produits laitiers bio. D'ici 2022, avec la loi Egalim, je pense qu'on sera aussi dans l'orientation que les repas, en tout cas servis en collectivité, comportent 50%, je crois, des produits alimentaires durables, dont 20 issus de l'alimentation. Merci. Vous aviez... Oui, non, c'est... Non, je vais laisser la parole à Nathalie. Mais j'avais quand même envie de vous poser une autre question qui n'était pas prévue. Comment vous réagissez quand vous entendez Éric Fontaine sur ce chiffre et sur ces constats? Et Pierre Madiot aussi. Mais c'est ce qu'on vit au quotidien aussi. Donc on a ces mêmes entre guillemets confrontations. On nous demande toujours de baisser le prix du plateau du patient, faire des économies. En fait, oui, c'est exactement le même discours qu'on a nous aussi au CHU Nantes, et ça nous déplaît fortement puisque on sait aussi indéniablement que le patient n'est pas bien nourri. Donc ça vient à l'encontre. Ouais, de ce pourquoi vous avez fait aussi ce choix de métier. Merci beaucoup. Nadège Grasset, justement, quelques constats sur ces fameuses contraintes qui sont assez fortes et paradoxalement, comment vous faites pour faire au mieux, on va dire les choses comme ça? Oui, en effet, les contraintes, elles sont de plus en plus fortes, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ce constat-là. Tout d'abord, on se rend compte aussi que dans la population générale, l'intérêt porté à l'alimentation est en réel essor. Donc, on parlait tout à l'heure des valeurs nutritionnelles, mais du mode de production des aliments, de la teneur en pesticides. Bien évidemment, les patients ils ne laissent pas ces préoccupations-là à la porte de l'hôpital. Donc, on se retrouve aussi avec des populations de patients qui ont des attentes peut-être qui évoluent. Et notre alimentation à l'hôpital n'évolue pas par rapport à ça. On parlait aussi des composantes, des 5 composantes du plateau, voilà, donc plein de choses comme ça qui restent telles qu'on les connaissait, et les lignes sont difficiles à faire bouger, d'autant plus qu'on est confronté à un manque de moyens humains et financiers qui est très, très important et très, très présent en ce moment, enfin de plus en plus présent. Alors nous, en effet, en moyens humains, c'est vrai qu'il y a une diminution des effectifs en cuisine centrale, donc moins d'agents en production, recours à des produits de l'agroalimentaire qui sont plus chers, donc d'un côté on diminue le coût RH et on augmente de l'autre côté le coût des denrées, avec aussi des problèmes en production, c'est-à-dire que nous on travaille donc les trames de menu en amont avec la production, et puis 2 jours avant il faut tout changer parce que un problème de production fait qu'on ne peut pas faire le repas choisi. Donc là, ça peut mettre le menu en péril, et puis aussi l'attachement qu'on avait eu à le faire, à le valoriser exactement. Et puis on va avoir aussi la diminution des effectifs soignants, puisque les soignants, je ne vous apprends rien en vous disant qu'ils ont un rôle prépondérant dans cette prévention et cette lutte contre la dénutrition. Et on va se retrouver avec des soignants qui ne vont pas faire le choix du menu aux patients parce que ça fait partie des choses qu'ils ne vont plus faire par manque de temps, par manque d'effectifs. Donc le choix des menus. Nous, on a aussi une possibilité de sélectionner les aversions pour les patients en long séjour. Ça va être l'aide et l'installation au repas, la distribution des collations, puisque
les collations sont quand même assez importantes dans la prévention et la lutte contre la dénutrition. Donc voilà, petit à petit, on se retrouve avec peut-être sur le papier un menu à la base qui est très beau, qui rentre dans les critères nutritionnels, de couleur, voilà, tout ce qu'on peut essayer de faire au mieux en amont en cuisine avec les responsables de production. Et puis petit à petit, quand on avance, entre les changements de menu à dernière minute, entre le personnel en production qui est moins présent, l'allotissement du plateau où ça ne va pas être le bon plat parce qu'il y a une erreur, le patient qui n'aura pas choisi, on arrive au bout à une réalité consommée qui est bien loin de ce qu'on avait calculé en théorie au départ. Donc ça, évidemment que nous on se retrouve en plus en étant en cuisine et avec des patients, on se retrouve au début et à l'arrivée, et on voit bien la grande différence qu'il va y avoir entre les deux. Et puis aussi, ce qu'on a remarqué au niveau de la diminution d'effectifs soignants, c'est un point de plus en plus aussi important, c'est qu'on a des formations, nous, portées aussi par le plan, par rapport à la dénutrition, et on les annule une fois sur deux quasiment, puisque les soignants ne peuvent plus être envoyés en formation non plus. Donc dans les bonnes pratiques, dans tout le bon discours qu'on peut avoir, voilà, là non plus, ça coince. Là aussi, ça coince. Au niveau, alors on a aussi préparé cette petite intervention avec la responsable des achats, et elle nous faisait part de l'inflation continue du prix des denrées alimentaires, sans augmentation, voire même grosse pression pour diminuer le budget de l'alimentation à l'hôpital. Donc là aussi, quand les prix augmentent mais que le budget n'augmente pas, on fait des coupes, hein, on fait des choix qui vont à l'encontre, en plus de ce qu'on va vouloir suivre en termes de recommandations, le GEMRCN, la loi EGalim. Donc d'un côté, on a beaucoup de recommandations et d'avis d'experts à suivre, mais de l'autre côté, on ne met pas du tout le budget qui peut aller avec tout ça, qui peut nous permettre, en tout cas nous, de mettre en place toutes ces recommandations. Donc on est dans un grand paradoxe. Et la situation économique, nous là c'est vraiment aussi sur les repas, on est en fin d'année, donc il n'y a plus de budget, donc les repas de fin d'année, on est sur une situation économique très tendue, et en production et dans notre travail au quotidien, tout le monde ressent cette pression, la responsable des achats, etc. Et voilà, on est dans des conditions de travail qui sont pas du tout optimum par rapport à notre cœur de métier et ce qu'on souhaite tous avec les responsables de production pouvoir présenter aux patients. Ça c'est sûr. Ouais, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Voilà, et ça c'est de plus en plus difficile de les allier en tout cas. Et puis un dernier petit point, c'était par rapport au... vous avez parlé tout à l'heure du Conseil national de l'alimentation, avec des recommandations des nouvelles recommandations qui devraient être publiées. C'est vrai que je pense que ça va être important, en tout cas nous on a une forte attente à ce niveau-là, d'une part pour simplifier, alors nous on vous disait il y a 32 régimes, 32 profils alimentaires, ça ne va pas aider à lutter contre la dénutrition, hein, quand le patient il se retrouve collé 5 régimes, voilà, c'est un peu catastrophique à l'arrivée. Donc simplifier tout ça pour avoir une vision plus simple et puis surtout nourrir le patient plus correctement. Après, cela dit, c'est vrai qu'il va falloir quand même un argumentaire pour que tout le monde, au niveau médical et au niveau soignant, qu'il y ait une adhésion autour de ces simplifications. Si on enlève le régime sans sucre, on va peut-être avoir des bons dans certains services. Donc voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on attend ces recommandations pour simplifier aussi la production. S'il y a moins de profils alimentaires, il devrait y avoir moins de... Oui, c'est vrai qu'ils font, voilà, entre les productions sans sel, sans gras, sans ceci, sans cela, voilà, ça, au bout du compte, sur une chaîne de production, c'est compliqué. Donc, une simplification qui pourrait, à mon avis, enfin, à notre avis en tout cas, aboutir à un mieux au niveau du plateau repas qu'on pourrait proposer, idéalement. D'accord. Donc, de la simplification en guise de solution. Tout à fait. Ça, je vous vois sourire, Pierre Magé, ça résonne forcément tout ce que vous entendez chez vous. Oui, tout à fait, mais vous avez touché le cœur du problème aussi, c'est que dans les services de soins, les soignants n'ont plus le temps de s'occuper du repas. Hein, c'est une corvée de prendre la commande repas, et c'est une corvée que de distribuer le repas ou d'installer le patient. Donc nous, évidemment, comme il y a quand même
la base, c'est quand même de demander au patient ce qu'il peut manger. Il y a quand même le menu du jour, plus les cartes de déviation et autres. De bien programmer aussi dans son dossier patient le profil, même s'ils seront simplifiés, c'est quand même aussi la base. Et après, c'est pareil, comment je veux dire, quand on installe mal un patient, quand on ne lui ouvre pas les barquettes, ou s'il a des problèmes d'ergonomie pour manger, c'est sûr que rien ne va être mangé. Là, on peut être sûr. Si on n'interroge pas non plus quand on remballe le plateau repas qu'il n'a pas été touché, c'est sûr qu'il n'y a pas de communication en interne. Donc c'est vrai que nous, en cuisine, on a tendance à penser qu'il faut qu'on donne le concept de plateau repas prêt à l'emploi. Puisqu'on sait que derrière, il n'y aura pas d'intervention, donc il faut vraiment que ce soit le plus lisible possible. Oui, le plus lisible et le plus proche de ce qui a été prévu dans les objectifs et la consommation. Après, c'est vrai que la simplification des profils alimentaires, on restera toujours à l'hôpital avec des niches spécifiques, ça on l'entend bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un tronc commun, on est environ à 60% grosso modo de menus normaux, à peu près. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut aussi voir ce qu'on peut faire pour simplifier et justement reporter de l'énergie et de la main-d'œuvre et des ressources sur le complément. Bon, il y a aussi une grande mutation actuellement dans l'hôpital, c'est les très courts séjours, de 2-3 heures, l'ambulatoire, où il y a des gens qui arrivent à jeun, on les laisse pas repartir qu'avec un seul café. On est en train de réfléchir justement à créer une offre ambulatoire digne de ce nom, même si c'est des gens qui restent très peu de temps, mais ils ont quand même subi une petite intervention, des examens ou autre, donc ça fait partie aussi des enjeux de demain. Après, comme je le disais, pour les services pointus, l'oncologie, la pédiatrie et autres, là, c'est qu'il y a quand même des enjeux. Et là, on ne parle pas d'EHPAD encore, mais dans les EHPAD, c'est encore autre chose. C'est des lieux de vie, les SSR aussi. Bon, nous, à Angers, on était 100% en barquette. Le nouveau centre de soins de suite qui va être reconstruit va être, moi j'ai plaidé, ça a été accepté, pour qu'il soit construit avec des salles à manger annexées aux offices alimentaires, puisque dans un SSR, vous avez environ 50-60% des gens qui sont valides et qui peuvent aller manger à pied. Et quand ils mangent tout seuls devant leur mur ou dans leur chambre, c'est sûr que c'est pas très convivial. Donc, le nouveau bâtiment qui va être construit sera annexé avec des salles à manger et nous livrerons les repas dans des assiettes traditionnelles pour les SSR. Donc ça, c'est normal. Autant pour le très court séjour, le MCO, à la limite qu'on mange dans une barquette, c'est pas bien grave, mais il faut penser aux conditions de vie. Merci. Je veux bien qu'on écoute Éric Fontaine sur, j'imagine que vous les connaissez, toutes ces contraintes. Voilà, c'est pas une surprise. Ah oui, alors là, vous êtes embourbé dans le filet. C'est quoi la solution? C'est forcément financièrement changer ce prix, mettre plus de moyens, ou finalement, est-ce qu'on peut jouer sur d'autres paramètres, même si on sent que c'est compliqué? On peut probablement jouer sur plein de paramètres, mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte que la contrainte financière s'impose à tous les autres et que sans obtenir plus d'argent, on perd notre temps. Je crois que c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Moi, personnellement, j'arrive pas à faire la cuisine par jour pour 3,73 €. Mais je mange des produits de meilleure qualité. Et si on veut prévenir les maladies de surcharge et tout ça, il y a un moment, il faut quand même rester raisonnable. On ne peut pas nourrir les gens à ce moment-là. Moi, je considère que c'est pas possible. Quant à savoir après, tous les petits points qu'on peut discuter et toutes les déviances que la pression financière impose. Je vais vous donner l'exemple sur 10 ans de Grenoble, sur des choses auxquelles on n'a pas fait attention et qui étaient liées à une pression financière. Sur tous les achats, de la taille du sucre, du nombre de sucre, de la taille de la plaquette de beurre, en 10 ans de restrictions, et qui ne se voit pas, parce qu'au début on dit il n'y a pas besoin de sucre, allez on n'en met qu'un sachet, clac, vous avez divisé par 2, et ensuite le sachet au lieu de passer de 5 grammes, il est passé à 4, c'est le même contenant, vous ne le voyez pas si vous ne le pesez pas, et bien sûr on vous dit qu'on a fait économiser 10%, mais comme il y a 20% de sucre en moins, c'est quand même une manière de vous vendre moins de sucre à un prix plus cher. Quand vous passez du beurre à 25 grammes à un beurre à 15 grammes, vous avez toujours une plaquette de beurre, vous avez juste perdu 100 calories. Et comme ça, sans rien faire, sans qu'on ait fait la moindre révolution,
et sans qu'on s'en soit rendu compte, on a perdu 200 calories par jour. De façon silencieuse. Donc ça, il y a un moment, il ne faut pas me dire que c'est dû à quoi autre chose que simplement à une restriction budgétaire, en amont, en achat. Après, bien sûr que le problème des soignants et le fait qu'ils sont tous au taquet, c'est une évidence. Mais expliquer que c'est parce que les soignants sont au taquet qu'on peut se permettre finalement de ne pas mettre ce qu'il faut dans l'assiette, je trouve que c'est un raisonnement un petit peu pervers. C'est clair que les soignants, de temps en temps, ils ont, pour certains, moi personnellement j'ai pas vu ça, mais je peux imaginer que pour certains, ils soient un peu blasés et que finalement, ils n'aident pas les patients à ouvrir les barquettes. Moi personnellement, j'ai jamais vu. C'est vrai par contre que j'ai vu des barquettes posées devant les personnes qui ne pouvaient pas les manger parce qu'ils avaient des troubles cognitifs. Et là, c'est réellement un problème de soignants. Si vous regardez le nombre de personnes que vous devez faire manger par rapport au temps du repas et aux personnes qui peuvent les aider, vous arrivez à un chiffre habituel de 5 minutes. Donc comment on va faire manger en 5 minutes une personne âgée, c'est simplement impensable. Donc là aussi, bien sûr, il ne s'agit pas de faire porter cette responsabilité sur la restauration, il faut la faire porter sur l'organisation générale de l'hôpital. Chaque partie doit prendre un peu sa part de responsabilité et en amont, la production actuellement a accepté quelque chose qui est inacceptable, c'est de vouloir travailler avec des prix qui ne sont pas tenables. Donc il y a un moment, c'est pour ça que moi je me révolte et qu'on a fondé le collectif de l'alimentation, c'est bien pour obtenir plus et pas plus pour moi. Je m'en fous. Moi je vais vous dire, au départ j'étais parentéraliste, donc ça veut dire que j'ai une niche dans la niche, c'est-à-dire que je nourris les gens en intraveineux et à l'hôpital il y en a 3% à l'hôpital. Donc autant vous dire que tous les autres je peux continuer à m'en foutre en disant c'est pas mon problème. Mais c'est mon problème, parce que je trouve ça injuste. Donc, je me révolte et je dis, on ne peut pas demander aux gens de travailler dans ces conditions. Et oui, il faut plus d'argent en production, oui, il faut plus de diététiciens, oui, il faut qu'un certain nombre de choses. Et oui, je sais que ce que je demande, dans un monde où on me dit qu'il n'y a pas de sous, on me dit, monsieur Fontaine, c'est même pas la peine de rêver. Et bien si, je rêve encore. Et donc voilà, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, vous êtes sur l'an, par exemple, 3000 lits et 26 diététiciennes. De mémoire, enfin 26 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'une diététicienne à Nantes, elle a 115 malades. À Grenoble, elle a 129 malades. Comment voulez-vous que ça soit raisonnable? Donc bien sûr que je demande aussi des diététiciennes en plus. Et bien sûr qu'on demande que les gens en ville ils puissent être soignés correctement. La dénutrition, elle ne se fait pas que à l'hôpital, elle est souvent la conséquence d'une pathologie. Donc ils arrivent dénutris à l'hôpital, en règle générale ils s'aggravent pour plein de raisons, mais ils s'aggravent. Et si on veut les prendre en charge, on sait très bien que la solution, elle est initiée à l'hôpital, mais elle est poursuivie en ville. Si vous faites une nutrition artificielle de 3 jours à l'hôpital et que le type il sort en ville sans traitement, c'était même pas la peine de commencer. Donc il faut organiser tout un parcours de soins, de prise en charge de la dénutrition. Ce parcours, il faut le construire, parce que pour l'instant, il n'est pas construit. Il faut l'organiser, il faut le financer. Il ne faut pas simplement dire on va regarder, on va faire des économies, tout ça. C'est comme dans les urgences, c'est pas en déshabillant Pierre et en habillant Paul qu'on va régler le problème. Il faut trouver les finances. C'est pas à moi de les trouver, même si j'ai quelques idées. Mais je veux dire, il faut déjà qu'on soit tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas continuer de faire ce qu'on fait. Ouais. Vous, votre boulot, c'est d'être le lanceur d'alerte. Voilà. Oui, enfin, si on peut dire, vraiment, c'est moderne, donc je ne me sens pas très... Si vous voulez, oui, d'accord. J'assume. Je suis le lanceur d'alerte. Sauf que je ne crains pas grand-chose. Non, mais par rapport aux autres, moi, je ne crains pas grand-chose. Il y en a qui ont le courage de se dire que ça va se finir mal pour eux. Moi, je suis professeur de nutrition. Il n'y a pas beaucoup de courage à avoir. Enfin, je veux dire, je ne crains pas grand-chose. Donc, je veux bien qu'on me dise que ce lanceur d'alerte, je trouve que... C'est un peu fort. Ouais, bon. Mais simplement, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, je ne suis pas d'accord et je le dis. Et on n'obtiendra rien sans un mouvement de société. C'est justement en ayant fait ce constat-là qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à râler et finalement à obtenir rien, ou est-ce qu'on essaie quelque chose? C'est de cette réflexion qu'est né le collectif. Et je ne sais pas si on obtiendra quelque chose. Mais il fallait tenter quelque chose. Voilà. Et vraiment, quand le malade il est en train de mourir, on est autorisé de faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et là, l'hôpital est en train de mourir. Et dans l'hôpital, moi, ma mission, c'est la nutrition. Et là, ça fait un bout de temps qu'elle n'est pas en train de mourir, qu'elle est déjà moribonde.
Il faut essayer de faire quelque chose. Encore une fois, on n'obtiendra rien si vous ne sortez pas ici convaincus et convaincants pour qu'à la fin, on soit très nombreux. Tout ça n'est qu'un équilibre politique. C'est-à-dire que si on ne fait pas pression, on n'obtiendra rien. Donc je ne vous demande pas de faire gilet jaune. Mais si vous êtes dans l'incantation, vous pouvez être sûr que vous prendrez vos retraites avec la même situation qu'aujourd'hui. Si vous essayez de faire quelque chose, peut-être que vous arriverez à faire avancer le truc. C'est la seule chose que je peux vous dire, et que si j'y arriverai pas tout seul. Je crois que c'est bien Voilà. ça, un message qui est Donc passé. c'est vraiment fondamental que vous soyez présents. Je vais vous donner quand même juste, parmi les grandes déceptions, je vais montrer tout à l'heure 2-3 réalisations dont on est assez fiers. Mais finalement, si vous regardez bien, tout ce qu'on a pu obtenir, c'était dans la prévention. C'est PNNS, c'est machin. Et ça, c'est super parce que ça ne coûte rien. Mais je peux vous dire que pour l'instant, le ministère est un système très siloté. Hein. Il y a la DGS, il y a la DGOS. Alors derrière ces acronymes, il y a juste un côté, on va dire, un peu la prévention, puis l'autre le soin. C'est pas faute d'avoir demandé. Je n'ai jamais été reçu par ceux qui s'occupent du soin. J'ai bien été reçu par ceux qui s'occupent de la prévention, parce que à partir du moment où on vous dit on va faire une semaine de lutte contre la dénutrition, c'est super, on est ravis, c'est un premier pas, mais ça ne coûte pas grand-chose. Tandis que dire on va rembourser la consulte des diététiciens en ville quand il y a un diagnostic confirmé de dénutrition, c'est une autre affaire. Là, quand on demande d'augmenter et de passer 2 € de plus en coût du plateau repas, à la fin d'année, c'est 300 millions. 300 millions, vous dites c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas. Je vous rappelle que les patients payent par jour 20 € par jour pour ce qu'on appelle le forfait hôtelier. Même quand vous avez vu que la nutrition, quand on a fait toutes les économies, on est à 10-11 €, le reste, il va quoi? Ne dites pas que c'est pour faire le lit. Donc, objectivement, actuellement, les chiffres démontrent très clairement que le forfait hôtelier paye une partie des soins. Il faut le dire. Il faut arrêter de... Et donc le type, on lui dit, on lui prend 20 € et on lui en donne 3,73 €, je comprends qu'il râle. Eh bien, il râle, mais quand on lui dit, il y a une pétition, il suffit de mettre votre nom, parce que la pétition, il faut qu'on puisse voir s'il est signé, eh bien, on avait fait il y a quelque temps une pétition sur les 3,73 €. Tu sais, sur change.org, c'est très facile à faire. On l'a arrêté, on avait 1800 signatures en 1 an. Donc vous voyez que la mobilisation, eh ben, il faut y croire. Il faut les chercher une par une, les signatures. Mais que si vous n'êtes pas convaincu que ce que je vous propose, qui est de devenir des militants, si vous pensez que ça ne sert à rien, que d'autres le feront à votre place, eh ben, dans 10 ans, j'ai encore 10 ans devant moi avant de prendre la retraite, normalement, dans 10 ans, on sera au même niveau. Et moi, je souhaiterais qu'on soit moins pire en 10 ans. Je n'ai pas comme objectif de résoudre tous les problèmes, je ne sais pas. Mais au moins qu'on ait progressé. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Ce que je vous propose, il est 23, c'est qu'on prenne le temps d'entendre vos commentaires, vos questions, vos réactions. N'hésitez pas, il vous suffit de lever la main, je viens vers vous. Et voilà, ça peut être une réaction, un témoignage par rapport à ce que vous vivez, ou ce que vous avez envie de me dire. Oui. Je vous laisse vous présenter. Christelle Kervich, je suis responsable qualité et nutrition chez Sodexo. On a, nous, organisé des tests pour lutter contre le gaspillage, mais pas le gaspillage en production, mais bien le gaspillage à la sortie des plateaux. Parce qu'en effet, il y a ceux qui sont pas consommés parce qu'il y a un manque d'aide, il y a ceux qui ne sont pas consommés parce qu'il y a eu un manque de choix, il y a ceux qui ne sont pas consommés parce que c'est un aliment que le pauvre papy, il n'a pas choisi, il ne connaît même pas, il ne sait même pas que ça existe, et on lui met ça devant son nez, il ne connaît pas. Et donc on a essayé de réduire la chaîne justement entre le moment où le repas, le plateau est construit et la personne qui le fait choisir et la personne qui lui sert. Effectivement, on s'est aperçu que en termes de consommation, les plateaux étaient peut-être moins remplis, mais par contre il y avait 0 gaspillage et qu'au bout du 2e jour, finalement il mangeait bien ces 5 composantes, mais le premier jour on lui en avait servi que 3. Et voilà, je trouvais que c'était une expérience intéressante dans le cadre de ce débat. Merci beaucoup. Oui, Pierre, une réaction? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre
votre processus là, vous avez fait quoi exactement? Vous avez raccourci les intermédiaires entre la commande repas et la préparation, c'est ça? C'est ça, on a mis des offices dans les étages. Oui. Avec des produits agroalimentaires qui sont dressés comme à l'hôtel, comme au restaurant, très joliment. Oui, oui, oui. Et la même personne qui dresse les assiettes Donc, oui, il y a une sert le communication. plateau et fait faire le choix. Là, c'est en clinique, c'est C'est une spécificité. En petit établissement, non? C'est un gros établissement, Oui. le CHP Saint-Grégoire à Rennes par exemple. D'accord, oui, parce que j'imagine mal justement cette Donc disponibilité. le test a été réalisé cette et disponibilité ça se soignant, teste sur d'autres d'accord, établissements ouais. depuis. Mais il est sûr que de toute façon, dans le repas, comment je vais dire, on ne peut pas dissocier tout ce qui est environnement du repas, de la qualité du repas et de la recette en elle-même. Hein. Et pour l'instant, ce qui pêche, c'est justement ça, c'est tout cet environnement, que ce soit de l'accompagnement, la prise de commande, la salle à manger ou pas, l'assiette ou la barquette plastique. Ça rentre énormément, la convivialité, ça rentre dans la consommation du repas. Ça, c'est Et la inévitable. personnalisation, puisque l'hôtesse qui fait choisir est aussi celle qui dresse le plateau et qui lui apporte. Donc en effet, s'il lui a dit qu'il n'aimait pas la petite tomate sur le côté et qu'il préfère une rondelle de citron, là c'est clairement le genre de petits détails qui ont pu être discutés. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est bien, mais si vous voulez, moi, non, ça va pas être facile, hein, comme professionnel. Chez moi, ça va pas être facile. Non Ah, c'est facile nulle part, hein, ça révolutionne la clinique. Je voulais juste revenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de la diététique ici. Le professeur Fontaine nous parle d'augmenter la valeur calorique des plats. Moi, je suis souvent confronté, quand on fait les menus avec mes diététiciennes, justement, on me reproche souvent, on me dit ah ben non, ça c'est trop riche. Parce que par exemple, les légumes, il ne faut pas se leurrer, hein, les gens, ici on est dans un public d'avertis, les gens n'aiment pas beaucoup les légumes verts, ils les consomment en gratin, et ils aiment bien la sauce. Hein, j'ai résumé, mais c'est à peu près ça. Donc on favorise beaucoup des gratins pour faire manger des légumes. Et souvent, quand j'ai plusieurs gratins de suite, on me dit ah non, là, l'alternance n'est pas respectée. Ou alors quand on a par exemple une viande type saucisse ou chipolata, puis qu'après il va y avoir un sauté de porc en sauce crème, quelque chose comme ça, ah non, là on va passer sur une alternative moins riche et tout ça. Donc je trouve ça un petit peu paradoxal, quoi, parce que nous on est plus dans les cuisines au niveau plaisir, donc avoir une nourriture plus riche, et que le raisonnement il serait plus d'un équilibre dans les compositions des recettes, des plans alimentaires. Attention, objection. Vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, Estelle Borriès, je suis diététicienne dans un petit établissement qu'on appelle les anciens hôpitaux locaux, où on a des services de médecine SSR, on n'a pas de médecin sur place et on est, enfin moi personnellement, à 60% pour 400 lits, donc voilà quoi, toute seule, hein, j'ai pas de collègues. Et je fais les menus avec le chef de cuisine et moi ma préoccupation c'est le plaisir, c'est pas les valeurs, enfin je veux vous répondre parce que quand j'entends que vous, votre préoccupation en cuisine c'est le plaisir et que mes collègues et moi on est derrière pour vous dire ah non c'est trop gras et tout, je peux pas laisser passer ça. Moi ma préoccupation c'est le plaisir et n'empêche que moi j'ai aussi des patients qui en ont un peu marre parfois des viandes en sauce, mais je ne parle pas des calories, et qui seraient ravis de manger une viande sans sauce si elle était de meilleure qualité. Mais que effectivement un bœuf d'une qualité assez médiocre, s'il n'y a pas une sauce avec, elle n'est pas mangeable sur un public de personnes âgées comme celui que moi je rencontre. Donc je veux dire que pour moi, diététicien et cuisinier, on est main dans la main et notre objectif c'est que les gens prennent du plaisir, c'est qu'ils mangent et qu'ils ne soient pas dénutris. Parce qu'après, effectivement, comme disait le professeur Fontaine, on va nous dire « Ah, bah maintenant, on va mettre des compléments. » Oui, d'accord, enfin, moi je veux bien quand c'est nécessaire, mais j'ai pas envie de pallier au fait qu'on ne met pas assez de budget dans la cuisine avec des compléments. Ça me paraît complètement aberrant. Oui. Le problème, c'est qu'après, la logique, c'est pas le même budget. Exactement, c'est ça, c'est pas le même budget, c'est vraiment une logique. On a une autre question. Oui, bonjour, Bertrand Le Serre, responsable restauration sur un hôpital. Moi, je voulais rebondir aussi sur les marchés, sur les produits justement, notamment sur la viande fraîche, sur la charcuterie. On s'aperçoit qu'à chaque renouvellement de marché, la qualité baisse. Donc ça, c'est indéniable. Et dans l'assiette, forcément, le patient, c'est non appétant et il ne mange pas. Vous êtes de quel hôpital? Presqu'île de Garde. Donc vous êtes dans le GHT 44 et Uniachat. D'accord. Donc ça, c'est très récurrent à chaque renouvellement de marché.
on s'aperçoit d'une baisse de qualité. La baisse de qualité, elle est extrêmement simple. Elle est liée à une seule contrainte, la contrainte financière. À l'industriel, vous lui dites, écoutez, moi maintenant, j'ai tant d'argent pour faire les courses et je dois nourrir tant de personnes. Si vous acceptez le dogme du départ, vous êtes obligé. Donc, mais moi, je dis qu'il ne faut pas accepter le truc du départ. Parce qu'après, l'industriel, lui, il a toujours une astuce. Je vous raconte juste une histoire. Quand on a fait sauter les menus sans sel à Grenoble. Tout le monde est content. C'était une grosse bataille. Mais à un moment, on s'est rendu compte que les omelettes, évidemment on ne fait plus, on les achète, hein, les omelettes sans sel, elles avaient plus de calories que les omelettes avec sel. Je dis, tiens, c'est bizarre quand même, parce que là, je ne comprends pas trop le sel. Donc, on a regardé un petit peu, on n'a pas dit, ça c'est une omelette de 300 grammes, je ne sais plus quel grage. On a regardé la recette de l'omelette. C'est écrit en tout petit. Hein. Et en fait, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que l'industriel, lui, il a toute une gamme d'omelettes dans laquelle il y a de moins en moins d'œufs, parce que l'œuf, ça coûte cher, alors que la gélatine et la flotte qui va avec coûtent pas cher. Donc si au moment du processus d'achat, vous achetez des grammes et pas des calories, ou pas des protéines, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut mettre d'emblée dans la liste de courses, je ne vais pas acheter 5 kilos de quelque chose, je vais acheter tant de calories. Et à ce moment-là, vous verrez tout de suite que ça ne passe pas. Donc, et une fois que ça ne passe pas, bah, vous vous retournez vers votre direction, vous dites, ça ne passe pas, ce que vous voulez, c'est pas possible. Parce que tout ce qu'on a là, c'est que des injonctions contradictoires. Et je ne vous dis pas ce que ça va être le moment où on va vous dire, il n'y a plus de plastique, il va falloir retourner avec... alors, il y a une petite dérogation, mais c'est reculé pour nous sauter. Et donc, comment vous allez faire ça? Le jour où on va vous dire qu'il faut 50% de bio, mais il n'y a pas de soupe. C'est pas faisable. Donc il y a un moment, il faut juste dire non. Voilà. C'est pas faisable. Moi je suis totalement d'accord avec vous. Venez avec nous. Vous allez rejoindre le collectif, vous l'avez compris. On ne peut pas... Bon, je vais citer un exemple des marchés publics sur la charcuterie. C'est assez compliqué la charcuterie. L'offre générale, elle est plutôt basique. Hein. Mais globalement sur les marchés, l'achat, on pilote presque 200 hôpitaux maintenant, on est plutôt à une montée de gamme qualitative, je peux vous le dire. Le dernier marché des poissons, alors on utilise principalement des poissons surgelés hein, dans nos hôpitaux pour des questions logistiques tout simplement, parce que le poisson frais c'est pas possible, et puis même d'un coût aussi. Et je peux vous dire que notre dernier poisson, on a été le seul marché public à imposer la simple congélation. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient ces notions de simple et double congélation, mais il faut savoir que tout le poisson que vous achetez à bas coût dans les supermarchés et autres, dans les pochettes surgelées, et passe par la Chine et pêché, congelé entier, transporté par la Chine, mettons si c'est du colin, donc 9000 km par la Chine, décongelé. On lève les filets, on enlève la peau avec une main-d'œuvre à bas coût, et ça revient, donc 22 000 km, 20 000 km environ. Nous, on a imposé la simple congélation, donc des pêches avec des industries de proximité, donc dans les mers du Nord, ou aux États-Unis, ou en Europe, pour travailler les poissons. Donc ça, c'est une chose. On a mis dans nos critères de choix maintenant, dans les futurs marchés de produits laitiers et autres, on note positivement les listes courtes d'additifs et d'auxiliaires technologiques de fabrication. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Par exemple, on a quasiment plus de légumerie dans nos hôpitaux et dans nos collectivités. Parce qu'il y a un discours, il y a une réalité. Quand on dit nous, oui, on achète chez le maraîcher, tout ça, il y a bien longtemps que j'ai vu des petits pois frais, des haricots verts ou des épinards dans les collectivités. Même dans la plus petite EHPAD ou la plus petite cantine scolaire. Il y a quand même une réalité actuellement du monde agroalimentaire, c'est qu'on ne peut pas se passer du monde agroalimentaire. Et derrière ces produits-là, il y a quand même des agriculteurs, hein, même si il y a quand même un lien entre l'agriculteur et le produit qu'on achète. Donc, on essaye de valoriser tous ces produits-là. Dans la charcuterie crue, par exemple, comme les saucisses ou les chipolatas, l'INIHA, il y a bien longtemps que c'est des produits sans colorant, boyaux naturels. Moi, j'ai vu des marchés publics de collectivités où on est encore dans de la saucisse bas de gamme, en boyaux fibrants et en colorant. Donc, il faut faire attention parce que c'est un domaine que je connais bien. Donc, lire des fiches techniques, je vous entendais, professeur Fontaine, sur l'omelette. Les omelettes servies dans les hôpitaux de France sont 100% œufs. Il n'y a pas d'additifs dans les omelettes. C'est un produit qui est certes industriel, fait en Bretagne, mais il n'y a que de l'œuf. Hein. Donc, alors, je ne savais même pas qu'on pouvait mélanger autre chose que de l'œuf si, je sais que ça se fait, mais à l'étranger. Donc, c'est de l'importation belgique ou autre.
Parce qu'il faut savoir que la France, nos agriculteurs sont beaucoup plus respectueux des normes européennes. Vous avez des produits en France, des intrants, des produits de pesticides, qui sont interdits en France et autorisés chez nos voisins espagnols et belges. Voilà. Moi, je veux juste m'inscrire en faux devant cette dernière affirmation. Les omelettes qu'on a, nous, venaient du IHA et elles n'avaient pas que des œufs, puisque par définition, il y avait de temps en temps de la gélatine. Donc, elles ont peut-être disparu du dernier appel d'offres et je m'en félicite, mais je vous promets qu'on les avait achetées chez vous. On va en rester là, mais je peux vous dire que j'ai fait partie du groupe d'études, des groupes d'études du GERCN ovoproduits, lait et ovoproduits, et je peux vous dire que dans la réglementation, l'omelette est un produit 100% œuf en France. Alors moi, en version 100% œuf, j'ai faim. Je ne sais pas vous, mais par contre, version avec les additifs, pas trop. Ou la gélatine. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Oui, c'est pas une question. Ah bah vous avez la voix qui porte. Voilà, j'ai la voix qui porte. Bon, c'est pas vraiment une question. Bonjour, j'ai une remarque par rapport à... Vous pouvez vous présenter? Oui, pour ceux qui vous Marie connaissent pas. Lamontrage, je travaille au service régional d'alimentation à la draft des Pays de la Loire pour l'alimentation. Et j'avais une remarque par rapport à la démonstration flamboyante du professeur Fontaine sur le gaspillage. Le gaspillage avec le costume sur mesure et de l'autre côté le pantalon trop long. C'est hyper important, je crois, et j'avais juste une boutade. Qui a inventé le plateau repas finalement? Parce que ça peut se concevoir en milieu hospitalier, puisque bon, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas il y a une distribution personnalisée par rapport aux patients, mais quelque chose qui me concerne de plus près, c'est-à-dire notamment les cantines scolaires, il a quand même été largement démontré par l'ensemble de la population scientifique et de chercheurs que c'était pas quelque chose, nous un enfant comme ça, surtout en bas âge, avec son petit plateau, c'était pas du tout probant sur le plan tant des règles du gaspillage, on va redire, mais aussi de la convivialité, du lien social, de ce qu'il va vraiment avaler, qu'il soit grégaire ou pas grégaire. Donc voilà, donc ce plateau repas, je me demande d'où est tombé finalement. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un connaît l'origine du plateau repas? Il est né des self-service, des restaurants self-service, des cafétérias. Ouais, c'est le concept de la cafétéria. C'est un système pratique de distribution, ça supprime finalement le service en salle à manger. Oui, mais le service en salle, pour avoir suivi de longs débats là-dessus, il est beaucoup plus probant pour l'enfant sur tous les plans. Voilà encore un beau sujet. Ce que je vous propose, c'est de remercier chaleureusement nos intervenants.